Bonjour, chers consoeurs, chers confrères. Il me choix d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre d'une séance de sensibilisation concernant la pathologie Covid. Et cette séance, elle est destinée surtout aux professionnels de santé, médecins, infirmiers et cadres de soins de santé. Donc l'objectif de cette séance, s'inscrit dans le cadre des activités de la commission de suivi de la santé des professionnels qui sont dans le cadre de la prise en charge de la pathologie Covid. Et vu l'état actuel de la pandémie au Maroc, surtout dans notre région et dans notre ville, la préfecture de Meknès, vu la recrudescence des cas, il nous est obligatoire d'organiser cette séance pour rappeler les moyens de prévention, de préservation de la santé des personnels travaillant dans le cadre de la prise en charge des malades atteints de la Covid-19. Donc le premier but de la séance, c'est surtout cibler et rafraîchir la mémoire pour les personnels de santé, surtout dans le secteur hospitalier et les services qui prennent en charge les malades, et surtout les services ambulatoires qui sont en contact avec des malades non étiquetés Covid positifs et qui peuvent poser un problème. Donc la situation aujourd'hui dans notre préfecture, donc comme vous savez tous que l'État a connu une recrudescence avec une augmentation des cas positifs. On a atteint au niveau de la ville de Meknès 440 cas positifs depuis le début de la pandémie. Dernièrement, les derniers prélèvements ont enregistré 38 cas positifs. Et ce qui pose problème, c'est que dernièrement, il y a eu atteinte de quelques professionnels de santé, même si le nombre est très restreint, 4 professionnels, mais pour nous, ça déclenche une sonnette d'alarme pour prendre les choses plus au sérieux et pour être plus vigilant, parce que la santé des personnels de santé, elle est la clé de la réussite de la prise en charge de la population. Dans la situation de crise, si les personnels de santé sont atteints, ça va encore aggraver la situation, vu la charge de travail et vu les effectifs qui sont très restreints. Donc on a autant besoin de tous les effectifs. C'est pour cela qu'il faut les préserver et qu'il faut rappeler les méthodes de précaution que tout le monde connaît et qu'on travaille avec depuis le début de la pandémie, mais un rappel ne pourra être que bénéfique. Tout ce qu'on va discuter aujourd'hui, vous le connaissez, vous travaillez avec, mais vu la charge de travail, vu le stress, vu l'activité, il arrive qu'on a des omissions. Et ce que je veux souligner, c'est surtout qu'il faut travailler en groupe et que chacun de nous doit rappeler son collègue s'il y a une omission ou s'il y a une phase qu'on a omis. Donc au début, les gestes barrières pour limiter la transmission du virus, et c'est des choses qui sont connues et qui sont appliquées par tous, mais il faut les rappeler pour qu'on soit toujours vigilant et pour qu'on puisse préserver la santé de nos confrères et nos consoeurs. La première des choses qu'on ne pourra pas et qu'on doit assister souvent, et à chaque fois on doit le rappeler, c'est le lavage régulier des mains ou l'utilisation de la solution hydroalcoolique. Dans ce point-là, j'aimerais bien souligner que le lavage des mains fréquent avec l'eau et le savon, c'est très suffisant pour combattre le virus. Il faut surtout prioriser le lavage des mains avec le savon chaque fois qu'on a un point d'eau ou qu'on a accès au savon liquide et qu'il faut que tous les services, toutes les unités de soins, que le personnel y a accès à un point d'eau avec du savon. Dans le cas où on est dans une situation où on ne pourra pas avoir accès à l'eau ou bien en cours des soins, là on peut utiliser les solutions hydroalcooliques, mais il faut insister surtout sur l'utilisation, le lavage des mains avec l'eau et le savon. Les autres points sont communs pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour le professionnel de santé, c'est pour tous les citoyens, pour préserver, pour combattre ces gestes barrières, pour limiter la transmission
du virus. Donc, si on tousse, il faut tousser dans le coude ou dans un mouchoir. Et le mouchoir, il faut le jeter dans une poubelle qui est fermée. Sous-moucher dans un mouchoir à usage unique et le jeter dans une poubelle. Éviter de toucher le visage. Et comme vous savez tous, si on comptabilise le nombre de fois qu'on touche le visage avec nos mains, ça dépasse les 60 fois par jour. Donc, au moins, il y aura une fois qu'on n'a pas fait attention. C'est pour cela qu'il faut essayer d'éviter de se toucher le visage par les mains. Et à chaque fois, il faut se laver les mains plusieurs fois au cours de la journée et après chaque geste. Ici, on n'a pas accès à l'eau et au savon. Il faut avoir sa solution hydroalcoolique pour se désinfecter les mains. Respecter la distanciation. Et ici, c'est parmi les gestes barrières qu'il faut y insister, et surtout au niveau du milieu hospitalier, ou bien au niveau des consultations, ou bien tous les contacts. Donc, ces gestes barrières, il faut limiter la distanciation entre les personnes, au moins 1 mètre à 1 mètre et demi. Et quand on dit distanciation, ce n'est pas que contre les malades, mais entre tout le personnel. S'il n'y a pas nécessité de travailler en groupe, il faut limiter d'avoir beaucoup de contacts. Comme ça, on va arrêter la transmission du virus. Donc, respecter cette distanciation, c'est un paramètre parmi d'autres qui permettra de limiter au maximum la transmission du virus. Il ne faut pas se saluer entre collègues ou entre personnel, il faut arrêter de se saluer donc, ou de s'embrasser. Et ça, on le fait depuis le début de l'épidémie, mais dernièrement, on a constaté qu'il y a quelques personnes, qu'il y a un peu de relâchement, mais il faut insister que la pathologie est toujours là, et qu'il faut arrêter, il faut bannir tout contact entre les personnes. Comme ça, on est sûr d'arrêter la transmission. En complément de tous ces gestes, c'est le port du masque. Et là, le port du masque, avec la distanciation sociale, ça va que augmenter les chances d'arrêter la transmission du virus. Donc, les gestes barrières, si on veut les résumer, en gros, c'est le lavage des mains. J'insiste surtout sur le lavage des mains avec de l'eau et du savon. Si on n'a pas, ou bien on est en situation de soins, donc on peut utiliser la solution hydroalcoolique de manière fréquente. La distanciation, il faut respecter la distance entre les personnes de 1 mètre minimum. Et le port de masque, surtout pour les personnes, ça diminue la transmission entre les personnes. Pour les mesures barrières, entre personnel ayant un contact rapproché ou bien un contact qui dépasse 15 minutes, donc en situation de travail. Donc, il faut toujours insister chaque fois sur l'hygiène des mains. Donc, toujours, c'est l'hygiène des mains qui prime. Le port de masque. Et ici, je veux souligner que le port de masque, s'il y a un masque FFP2 pour les professionnels de santé, on peut le garder pendant 4 heures. À partir de 4 heures, le masque il doit être changé et on doit le jeter dans un milieu, dans une poubelle fermée. Donc, essayez de respecter l'élimination des déchets à risque. L'hygiène des mains, il faut y insister surtout immédiatement ou chaque fois après avoir retiré le masque. Parce qu'on suppose que le masque de l'extérieur, il est contaminé. Si on touche, il faut immédiatement après enlever le masque, le mettre, il faut se désinfecter les mains et jeter le masque dans une poubelle fermée. Donc pour le personnel de santé, chaque fois qu'il y a un contact avec un malade suspect ou bien malade qui dépasse, ou bien chaque fois qu'il est obligé de diminuer la distance inférieure à 1,5 ou 1 mètre et une distance qui dépasse, une durée de contact qui dépasse 15 minutes, il faut la considérer comme une période qui est un peu critique. Il faut prendre les précautions nécessaires pour diminuer la transmission de la pathologie. Comme vous le savez bien, il y a des tenues spéciales pour le personnel de santé et cela dépend du service et du type d'intervention. Donc, ce que je veux vous souligner, c'est surtout le port de masque FFP2 avec désinfection des mains pour les médecins en contact ou dans une situation d'intervention.
Le port de surblouse qui peut être réutilisé pendant 24 heures. Donc une surblouse, on peut l'utiliser ou la réutiliser pendant la journée si il n'est pas souillé et si il est stocké et suspendu d'une façon que la partie extérieure soit préservée. Donc on peut travailler avec pendant 24 heures à condition qu'on a respecté les gestes et les mesures qu'elles ne soient pas contaminées. En cas de risque de projection, et c'est surtout pour les médecins ou personnel qui est en contact direct avec un malade suspect en cas de service de réanimation ou bien dans le cadre des soins rapprochés, dans le cadre d'une intubation ou bien d'un examen rapproché, là, il faut insister sur le port de lunettes et je recommande surtout d'utiliser la visière, comme ça on éliminera, on est protégé contre les risques de projection de liquide surinfecté si le malade tousse ou s'il y a donc des projections sur le personnel soignant. Les lunettes, surtout on utilise des lunettes qui sont réutilisables, donc il faut veiller à leur désinfection et quand ils ne sont pas utilisés, il faut les garder dans un milieu propre, à l'abri de la poussière, dans un plastique enveloppé dans une plastique, comme ça on les garde un peu intacts. En cas de risque d'exposition au liquide biologique, il faut surtout les gants à usage unique et le port d'un masque FFP2 avec cela, il est recommandé surtout dans le cadre des gestes invasifs, des voies aériennes supérieures, surtout au niveau des services de réanimation, dans le cadre d'une intubation. Ou bien dans le cadre d'une nébulisation, là il faut qu'on prenne les précautions les plus rigoureuses pour ne pas être exposé à une contamination directe. Pour les critères épidémiologiques, surtout le contact étroit, j'ai dit qu'il faut respecter la distanciation sociale, surtout 1 mètre, 1,5 mètre entre les personnes et surtout entre personnel et les malades. Et s'il y a un contact qui dépasse les 15 minutes avec un cas confirmé ou bien en cas d'exposition dans le cadre d'une flambée de Covid, là, le personnel doit prendre les mesures nécessaires pour ne pas être contaminé. Et là, il faut parfois, et s'il y a un contact rapproché dans ce cas-là, le personnel soignant, médecin ou infirmier, il est considéré comme un cas contact. Et dans ce cadre, on passe à la phase de diagnostic. Donc le personnel est prélevé pour voir s'il y a une contamination ou pas. Et il doit utiliser un masque FFP2. Et après, la gestion du cas, ça dépend du résultat, s'il est négatif ou positif. Dans le cadre, si un résultat il est négatif, donc le professionnel, médecin ou infirmier peut retourner au travail en utilisant un masque FFP2 et en insistant sur les mesures barrières. Au niveau des unités de consultation, soit dans les cabinets privés, soit en unité de consultation au niveau hospitalier et en ambulatoire, donc ce qu'on appelle la médecine de ville. Donc l'accueil du sujet avec des signes respiratoires doit se faire selon des règles particulières. Donc le médecin ou l'infirmier ou le personnel soignant qui accueille un patient qui a des signes respiratoires, il doit obligatoirement respecter la distanciation, donc 1 mètre entre personnel accueillant. Il faut aussi insister que la salle d'attente soit aérée et qu'il y a une distance à respecter, la distance entre les personnes, que ça au moins il y aura 1 mètre entre les patients, ou c'est préférable d'avoir une salle d'attente plus grande. Si ce n'est pas le cas, il faut programmer donc l'entrée des patients de telle sorte qu'on n'a pas un encombrement au niveau de la salle d'attente et de respecter la distanciation entre les patients et entre le personnel soignant, infirmier et médecin. Il est préférable d'avoir une salle distincte si on a les possibilités. Sinon, on peut se contenter de respecter la distanciation et de faire rentrer les patients avec un tour de rôle, comme ça on respecte la distanciation sociale.
On insistera toujours sur le lavage des mains avec le savon et de l'eau et la solution hydroalcoolique. Donc, surtout pour les patients, dès son arrivée au niveau de la consultation ou au niveau du cabinet médical, le patient il est appelé à mettre son masque et à se laver les mains avec de l'eau et du savon ou non avec se désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Donc, ce n'est pas surtout que le médecin ou l'infirmier qui doit l'utiliser, même le patient dans la consultation de ville doit se désinfecter les mains, comme ça on est sûr de limiter la contamination des lieux et du personnel soignant. L'aération, donc le lieu de travail, il faut qu'il y ait une salle qui est très, très bien aérée, avec un nettoyage régulier des sites d'accueil. Donc, on insiste surtout sur le nettoyage des surfaces, avec une désinfection au moins 2 fois par jour au niveau des sites de consultation. Il faut insister sur tous les objets qu'il y ait dans la salle de consultation qui soient désinfectés, surtout les poignées des portes, les téléphones, les claviers d'ordinateur, donc des petites choses comme ça qu'on peut omettre et qui peuvent être responsables de contamination après manipulation par le personnel soignant. Si on touche une souris ou bien un clavier d'un ordinateur qui n'a pas été bien désinfecté, il pourra être à l'origine d'une contamination du personnel. La limitation du nombre d'accompagnants, c'est une chose qu'il faut y insister et qu'il faut être formel. Il ne faut pas accepter qu'il y ait plus d'une personne par malade. Comme ça, on pourra diminuer le nombre du personnel au niveau des salles d'attente et au niveau des salles d'examen. Donc, si le malade peut se déplacer tout seul, il faut qu'il entre tout seul. Dans les cas où il y ait impossibilité qu'il soit tout seul, on peut accepter qu'il y ait un seul accompagnant et pas plus. Et même l'accompagnant doit se désinfecter les mains, il doit mettre son masque et doit respecter la distanciation. Le médecin et le personnel soignant, infirmiers ou autres, doivent se protéger eux-mêmes. Donc surtout l'hygiène des mains. L'hygiène des mains, on n'insistera pas assez. Il faut qu'à chaque fois, entre 2 malades, à chaque fois, le médecin soignant ou l'infirmier qui manipule ou qui travaille dans la consultation se désinfecte les mains avec la solution hydroalcoolique. Et surtout, s'il y a un contact étroit avec le malade qui est inférieur à 1 mètre ou si on est obligé d'examiner un malade, donc il faut se désinfecter. Dans le cadre d'un examen étroit, le port d'un masque chirurgical ou de gants à usage unique, il est obligatoire. Parfois, on est amené à utiliser une surblouse qu'on peut donc se débarrasser après la sortie du malade, si on est amené à faire des examens rapprochés. Donc, ici, c'est le contact entre le malade, le patient et le personnel soignant et la gestion de la salle. Mais il faut insister surtout sur la désinfection de l'environnement. Donc, tout le lieu de travail, il faut respecter et veiller à ce qu'il soit désinfecté. Là, il faut insister sur les lieux, ça dépend du niveau de risque. Donc, pour les salles de consultation et les unités et les couloirs, on peut accepter une désinfection 1 fois par jour. Pour les services chauds, service des urgences, bloc opératoire, unité d'hospitalisation, il faut désinfecter les unités au moins 2 à 3 fois par jour. Il faut respecter la marche en avant. Il faut former les gens qui vont veiller à la désinfection des locaux et surtout insister sur le surface et surtout les objets qui se trouvent dans la salle de consultation, à savoir un PC, les scopes, l'échographe. Donc tout appareil que peut utiliser un médecin ou un infirmier doit être désinfecté. Comme ça, on va limiter la transmission des virus. Pour la désinfection, donc, comme vous savez tous, le virus, le coronavirus, il est très sensible à l'eau de Javel. Donc, on peut se contenter de désinfecter le sol, les paillasses, les surfaces avec de l'eau de Javel. Ou bien, ça dépend des unités. Si on a les composés organochlorés, on peut les utiliser, les isophosphores, l'éthanol. Donc, c'est un virus qui est fragile et tous les produits qu'on a qui sont agréés, donc on peut l'utiliser pour la désinfection. Il faut insister surtout sur les surfaces et les locaux, comme ça on est sûr qu'on travaille dans un climat qui est stérile.
Maintenant, je veux insister sur le déroulement de la prise en charge. Et cette prise en charge dépend la préservation de la santé du personnel. Comme vous savez tous, une prise en charge, elle est structurée. Donc, on est organisé en deux équipes. Une équipe ambulatoire qui fait tout ce qui est prélèvement et suivi des malades en ambulatoire et qui les oriente vers une équipe hospitalière qui les prend en charge et qui fait le triage. Les deux équipes doivent être protégées, chacun en ce qui le concerne au niveau du contact avec le malade. Pour la première équipe, c'est l'équipe de suivi au niveau des stress. Cette équipe est composée de pas mal de personnel médical, infirmiers et techniciens qui sortent au niveau des locaux. Ici, il faut utiliser, comme j'ai déjà dit, la solution hydroalcoolique. Il faut surtout insister sur le circuit, le respect du circuit, l'utilisation du matériel jetable, la désinfection des moyens de mobilité, les véhicules et les ambulances, à chaque fois, entre chaque déplacement, et surtout quand on se déplace chez les malades. Surtout, il faut insister sur le personnel, les chauffeurs, les techniciens qui transportent les malades. Et entre chaque malade, il faut qu'ils stérilisent les ambulances. Et ça se fait, mais il faut à chaque fois rappeler le personnel pour qu'il n'y ait pas d'omission, puisque une petite erreur peut être très grave, il peut assurer une contamination de l'équipe et on sera devant une situation qui est difficile à gérer. Donc pour l'équipe ambulatoire, il y a un circuit qui est particulier, donc surtout on insiste sur, pour les rappeler de respecter les conditions au niveau intérieur, au niveau du bureau, c'est la distanciation entre l'équipe, parce qu'on travaille en groupe, mais à chaque fois qu'on travaille en groupe, il faut respecter la distanciation, il faut respecter la désinfection des mains et les équipes qui se déplacent. Il faut surtout insister sur la stérilisation des moyens de mobilité et utiliser les matériels jetables et se débarrasser de manière convenable. Pour le personnel hospitalier, on a deux sites différents. Il y a le site où il y a la prise en charge des malades positifs et en grande partie, on est très rigoureux ici parce que c'est des malades qui sont connus positifs et tout le monde prend en considération cette note-là que les malades sont positifs et qu'on prend en considération ce point-là et on met nos combinaisons, les gants, on les utilise. Mais à chaque fois, ce qu'il faut insister, c'est qu'il faut surtout essayer de travailler en groupe et que chacun doit observer son collègue et doit le rappeler à chaque fois s'il y a omission, vu l'activité qui est très, très lourde, vu la charge de travail, vu la fréquence des entrées et vu la demande qui est accrue sur le personnel. Donc médecins et infirmiers sont à chaque fois appelés à entrer dans des sites positifs, à examiner un malade positif, à refaire des examens. Le fait de rentrer et de sortir à chaque fois, ça peut être, ou bien ça peut engendrer des erreurs qui peuvent être responsables de transmission de cas positifs. Et sur ce point-là, j'insiste surtout de travailler en groupe et que chacun, entre collègues, il faut s'observer et que chacun doit rappeler son collègue s'il y a une omission ou s'il doit l'observer, s'il fait un geste qu'il faut recorriger. Et si on travaille comme ça, on sera tout le temps en train de se rappeler mutuellement et on va diminuer au maximum le risque d'erreur. Même si un risque zéro n'existe pas, mais on a une charge de travail et on a une obligation de se préserver pour mener notre mission à bien. Parce qu'une fois le personnel médical, paramédical touché, le risque il est plus élevé parce qu'on est déjà en sous-effectif, on ne veut pas diminuer encore l'effectif et on ne veut pas augmenter la charge de travail, on veut préserver ce personnel pour prendre en charge la population malade. Donc, le message, c'est qu'il faut, entre nous, travailler en groupe et chacun doit observer et corriger son collègue. Les autres services qui prennent en charge toutes les pathologies et où il n'y a pas la notion de Covid positif, mais dans la situation actuelle, on peut avoir des malades qui ne sont pas connus positifs et qu'après leur hospitalisation, qu'on se rend compte qu'ils sont positifs, même s'ils sont traités pour une autre pathologie dans un service de médecine, service de chirurgie ou autre. Donc la vigilance y est. Dans tout service, dans tout secteur hospitalier, il faut être vigilant, il faut considérer le malade comme positif.
Comme ça, on prendra les précautions nécessaires pour l'examen et la prise en charge du malade. Donc, même si on est en contact avec un malade pour une autre pathologie, on est amené à travailler comme si le malade est positif. Et dans ce cas, on prendra les précautions nécessaires pour se préserver et préserver notre équipe et donner des soins convenables aux malades. Et au niveau de l'hôpital, ou bien au niveau d'une clinique, il est nécessaire, il est obligatoire de stériliser chaque jour les unités d'hospitalisation. Comme ça, on est sûr qu'on va diminuer au maximum le risque de contamination. Donc, une stérilisation des services. Et là, la fréquence de passage dépend de la fréquence et de l'activité du service. Et pour tous les services, on préconise une fois par jour la stérilisation des services, entre guillemets les services rois. Pour les services chauds, surtout réanimation, radiologie, service des urgences, il faut au moins 2 fois par jour une stérilisation des services et il faut surtout insister sur le respect du nombre de visiteurs. Il faut interdire les visites, un seul accompagnant par malade. Comme ça, on va diminuer le flux de passage des malades au niveau des unités et comme ça, on va respecter les services. Donc, c'est une tâche qui est amenée à être exécutée par les collaborateurs, surtout les agents de sécurité, les femmes de ménage, les surveillants, et dans ce sens, une formation de toute l'équipe qui participe à la prise en charge, elle est souhaitable avec une supervision. Donc, on préconise qu'il y a une équipe au niveau des unités d'hospitalisation qui effectue une supervision ou bien un roulement par jour pour voir l'application de tous ces gestes de stérilisation et les gestes barrières et le respect de la circulation intra-hospitalière, parce qu'il faut bannir toute circulation intra-hospitalière et surtout interdire l'entrée aux enfants et aux personnes à risque ou visiteurs. Et les visites, elles doivent être surtout bien contrôlées avec un effectif très réduit, donc un visiteur par malade avec des horaires précis. Donc l'horaire de visite est réduit à 1 heure, comme ça on va diminuer le flux au niveau des services, on va préconiser une stérilisation des services. Pour le personnel, donc on a insisté sur tout ce qui est gestes barrières, mais pour le personnel de soutien, je voudrais surtout insister sur la formation, la supervision et le suivi du personnel de soutien, à savoir les agents de sécurité et les femmes de ménage. Et il faut les accompagner. C'est un personnel qui est très vulnérable et qui peut être source d'erreurs. Et cette erreur peut avoir des effets graves sur le service ou sur le personnel. Donc, au niveau de chaque service, le responsable est appelé à suivre, à former, à superviser et à suivre le personnel de soutien, surtout les femmes de ménage, et à organiser leur passage et à vérifier leur passage et l'utilisation des solutions adéquates pour la stérilisation, et surtout les agents de sécurité pour qu'il n'y ait pas un encombrement. Et maintenant, on a parlé de tout ce qui est activité intra-hospitalière pour le personnel soignant, personnel infirmier. Je voudrais aussi insister sur la vie quotidienne de nous tous, médecins, infirmiers, personnel de santé. Donc, on travaille au niveau des structures qui peuvent être des structures à risque, mais aussi on a une vie quotidienne qu'il faut mener à bien. Donc, la contamination n'est pas obligatoirement au niveau du lieu de travail, mais on doit préserver, faire de nos mieux pour éviter une contamination du personnel soignant au milieu de travail, mais quand même le personnel soignant doit être vigilant en dehors du lieu de travail, parce qu'actuellement on a une recrudescence des cas positifs partout. Donc ça risque d'être une contamination entre guillemets de ville. Et là, c'est le personnel de santé qui doit être vigilant au niveau de sa famille, au niveau de ses contacts, et prendre les précautions nécessaires
pour se préserver, préserver sa famille et éviter toute contamination de lui et de sa famille en dehors du milieu de travail. La dernière chose, c'est que après maintenant 6 mois de travail, je sais que le personnel il est fatigué, il est stressé et tout ça, mais il ne faut pas se relâcher. Parce qu'un relâchement surtout au niveau des mesures de prévention, ça pourra être très grave pour le personnel de santé. Et si le personnel de santé il est touché, il y aura un retentissement encore plus sur la population. Donc actuellement, on est amenés tous à encore être plus vigilants et que chacun de nous doit rappeler son collègue, doit l'observer, doit le suivre. On n'insistera pas assez sur les mesures, de respecter les mesures de stérilisation, donc la décontamination du sol, la stérilisation des locaux, le lavage des mains, les gestes barrières et la distanciation sociale. Comme ça, on sera dans une situation très confortable avec le personnel et on travaillera dans des conditions plus sûres. Donc, en guise de conclusion, je voudrais insister surtout sur le port de masque chirurgical dans les conditions normales, et masque FFP2 en situation de contact étroit avec un patient. Et surtout au niveau des sites qu'on a des gestes, j'insiste sur le personnel qui est en contact très serré avec les patients positifs, de mettre une visière et une surblouse si on est amené à manipuler un malade et qu'on pourra être en contact avec du liquide biologique. Et la surblouse, il faut l'éliminer de façon convenable avec tout le matériel qu'on utilise. Surtout, il faut essayer d'être vigilant et que chacun de nous observe son collègue pour qu'on se corrige mutuellement et pour qu'on travaille en équipe et un travail en équipe, ça va nous permettre d'être plus vigilants et que chacun de nous respecte les mesures nécessaires. Pour les caractéristiques des bavettes, il faut savoir qu'on insiste sur 2 types de bavettes. La bavette chirurgicale, et là, c'est le malade qui doit la mettre surtout. Et le rôle, c'est de diminuer la transmission des gouttelettes. Donc, entre malade, il est obligatoire, donc toute circulation au niveau de l'hôpital, que tout entrant doit mettre une bavette chirurgicale. Comme ça, on est sûr qu'on va diminuer au maximum donc, la transmission donc, et les gouttelettes qui peuvent être origine de transmission. Pour le médecin, s'il va respecter la distance convenable 1 mètre avec le malade, il peut se contenter d'une bavette chirurgicale. Dans le cadre d'un examen direct ou d'un examen dans des conditions qui sont rapprochées, il doit mettre un masque FFP2 et c'est lui qui est recommandé en cas d'examen médical. Il y a une question, c'est quelqu'un qui est seul dans un endroit, est-ce qu'il doit porter un masque ou bien une visière? Donc si on est seul et que l'endroit est aéré et qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient d'entrer en moins de 15 minutes, on peut ne pas mettre de masque. On ne peut pas demander si on est dans un espace qui est aéré, il n'y a pas de contact avec personne. Mais à chaque fois qu'on est d'une salle de réunion ou d'une salle d'examen où il y a un contact avec d'autres personnes, une tierce personne, donc il y a plus de 2 personnes, il faut se mettre le masque mutuellement. Masque chirurgical avec une distance de 1,5 mètre, elle est suffisante pour se protéger et protéger l'autre. Pour le médecin et l'infirmier qui entre en contact, qui va examiner, qui va réaliser un geste auprès d'un malade, il est appelé à mettre le masque FFP2 et encore plus pour les services où il y a un contact très rapproché et qu'il y a risque de projection, il faut mettre les lunettes ou bien mettre une visière, comme ça on est très bien protégé. Donc c'est le but de notre séance. Je veux rappeler une chose, à la délégation de la préfecture de Meknès, on est organisé d'une sorte qu'il y a une équipe qui est chargée du suivi de la santé du personnel soignant, infirmiers, administratifs et médecins. Et cette cellule, elle suit chaque jour les statistiques, l'état du personnel et la répartition des personnels, les contacts services et les cas positifs au niveau des services. Comme ça, on a
idée claire sur la situation épidémiologique, surtout au niveau du personnel. Et ce qu'on veut actuellement, c'est surtout préserver l'état de santé du personnel. Donc, pour préserver cet état de santé, il faut tout d'abord respecter les mesures barrières et surtout, il faut travailler dans des conditions entre guillemets moins stressantes. Comme ça, on risque moins de faire d'erreurs. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, on n'a pas d'accident grave au niveau du personnel, Dieu merci, mais on ne va pas attendre jusqu'à avoir des cas positifs pour faire des rappels comme ça. On fait des tournées au niveau des structures hospitalières, au niveau des centres de santé. On a la situation épidémiologique, mais quand même, on a jugé utile d'entrer en contact avec vous à travers les moyens de communication comme ça pour rappeler tout le monde, pour dire qu'il faut travailler en groupe. Il faut que chacun de nous observe son collègue en cas d'intervention, surtout si on met une surblouse, il faut l'aider et en cas de geste, il faut s'observer mutuellement pour diminuer le nombre ou bien le risque d'erreur et comme ça, l'état du personnel, l'état de santé du personnel restera, alhamdoulilah, dans de bonnes conditions et j'espère que tout le monde soit en bon état et on est toujours à l'écoute. Donc, vous pouvez nous contacter au niveau de la délégation si vous avez des questionnements, des soucis particuliers. On pourra se déplacer au niveau de vos services pour voir avec vous s'il y a des réajustements à faire sur place ou pour des compléments d'information ou pour une formation sur place. On est prêt à se déplacer à n'importe quelle unité de soins pour vous accompagner et pour participer avec vous à la prise en charge de vos patients et surtout à l'organisation des services. Comme ça, on diminuera au maximum le risque de contamination. J'espère qu'on est un peu clair. Et s'il y a des questionnements ou bien des demandes de compléments, on est toujours à votre disposition au niveau de la délégation. N'hésitez pas à nous contacter à travers le moyen de communication ou bien au niveau de la délégation. On sera vraiment à votre service pour vous aider à mener à bien votre devoir. Et j'espère que la ville de Meknès, comme toutes les villes du Maroc, on assistera dans les jours qui suivent à une diminution des cas et surtout les cas graves pour qu'on puisse reprendre la vie normale. Et merci beaucoup pour votre attention.